Chaque heure, quelque part dans le monde, une pièce métallique de plus de 50 tonnes est usinée. Et une seule erreur microscopique peut provoquer une catastrophe à plusieurs millions d'euros. Imaginez un vilebrequin long comme un bus, qui doit résister à 1 milliard de cycles d'explosion. Ou un bloc-cylindre, où une erreur de l'épaisseur d'un cheveu signifie la mise au rebut d'un géant de plusieurs tonnes. Mais voici le secret. Comment les ingénieurs atteignent-ils une précision au micron quand ils usinent des pièces plus lourdes qu'un char d'assaut? Que se passe-t-il dans cette salle secrète de contrôle qualité, où l'ordinateur mesure des milliers de points et peut tout arrêter? Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer l'opération finale, celle où un seul petit défaut transforme des mois de travail en ferraille. C'est une production où chaque millimètre est une question de vie ou de mort pour le moteur. Prêt à plonger dans les coulisses. La première chose qui frappe dans cette usine, c'est l'échelle. Oubliez les moteurs automobiles classiques. Tenez par exemple ce bloc-cylindre. Son poids peut atteindre des dizaines de tonnes. Ce n'est pas une simple coulée, mais une œuvre complexe, multicouche, qui exige des aciers ou des fontes spéciales, capables de résister à des charges, des températures et des pressions incroyables. Et voici le vilebrequin. Sur les gros moteurs, il peut mesurer la longueur d'un petit bus et peser tout autant. Cet élément est sans doute le plus critique. Il doit encaisser la force explosive de la combustion et la transformer en mouvement rotatif. Ces ébauches arrivent souvent sous forme de puissantes pièces forgées, où chaque kilo de métal a déjà son histoire. Le processus démarre par le contrôle d'entrée. Les spécialistes vérifient la composition chimique, l'absence de défauts internes, grâce aux ultrasons, et aux installations radiographiques. Car le moindre défaut caché dans une pièce aussi massive peut provoquer une catastrophe en exploitation. C'est comme un bilan de santé pour un géant d'acier. Ce n'est qu'après cet examen minutieux que l'ébauche reçoit son autorisation d'entrer dans l'atelier d'usinage. Pour déplacer ces ébauches, il faut une sacrée puissance. L'atelier est donc équipé de ponts roulants capables de soulever des charges qui dépassent le poids de la plupart des machines-outils classiques. Installer la pièce sur le centre d'usinage, c'est une opération de précision qui demande coordination et expérience. C'est la première étape de la transformation du métal en puissance. Maintenant, on passe au cœur de l'atelier, la zone d'usinage du bloc-cylindre. C'est ici que règne l'usinage multi-axe. Devant vous, un centre d'usinage à portique. Il ressemble plus à une petite maison qu'à une machine-outil. Ces broches, équipées de plaquettes ultra dures, peuvent enlever jusqu'à plusieurs centaines de kilos de métal par heure. Première opération, l'ébauche. L'objectif, retirer les surépaisseurs, éliminer les défauts de surface de la coulée et donner à la pièce sa géométrie de base. Ici, la vitesse et l'agressivité de la coupe sont impressionnantes. Les flots de copeaux brûlants témoignent de l'énergie dépensée pour cette transformation. Mais la vraie magie commence après, à l'étape de la finition. Vous vous souvenez, on parlait de précision? Pour les moteurs diesel, la géométrie parfaite des cylindres est absolument critique. On y parvient grâce à l'alésage et au rodage. L'alésage, c'est la formation des alésages de cylindres, avec une précision au micron. La moindre erreur de géométrie entraîne une usure irrégulière, une perte de compression et la panne du moteur. Et le rodage, c'est la touche finale. Un outil spécial avec des pierres abrasives crée sur la surface intérieure du cylindre un micro-relief, ce qu'on appelle la trame. Cette trame est indispensable pour retenir l'huile
et assurer une lubrification parfaite des segments de piston. C'est littéralement un polissage au niveau moléculaire, qui garantit une durée de vie du moteur de plusieurs décennies. Ces machines fonctionnent sous un contrôle thermique strict. La moindre variation de température peut provoquer une déformation thermique de la pièce de plusieurs tonnes, et donc une perte de précision. L'atelier maintient donc un microclimat constant, et l'usinage peut durer des jours. Devant nous, le prochain héros, le vilebrequin. Cet élément travaille dans les conditions les plus extrêmes. Il doit avoir non seulement une résistance colossale, mais aussi un équilibrage parfait. Sa fabrication est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le début, c'est l'usinage préliminaire des portées. Sur des tours fraiseuses spécialisées à commande numérique, on forme les portées de bielle et les portées principales. Vu le poids et la longueur de l'arbre, on utilise ici des systèmes de soutien uniques qui empêchent sa flexion et ses vibrations pendant l'usinage. L'étape clé, la rectification. Les portées de l'arbre doivent avoir une rugosité minimale, car c'est là qu'il y a frottement avec les paliers. Plus la surface est lisse, moins il y a de frottement, et plus le moteur dure longtemps. Pour cela, on utilise des rectifieuses cylindriques avec des capteurs ultra sensibles. Et maintenant, le plus important, le traitement thermique et le durcissement de surface. Après la rectification, les portées de l'arbre subissent une trempe par induction ou une nitruration. Qu'est-ce que ça apporte? Ça crée sur la surface de la portée une couche ultra dure, résistante à l'usure, tout en conservant la ténacité et la résistance du cœur de l'arbre. C'est nécessaire pour que l'arbre puisse résister à des milliards de cycles de charge. C'est comme une armure pour la partie la plus importante du moteur. L'étape finale, l'équilibrage. Vu la masse colossale, même un petit déséquilibre peut détruire le moteur. Donc, chaque vilebrequin passe par un équilibrage dynamique. Si la machine détecte un écart, des masses spéciales ou des perçages sont ajoutés ou retirés dans les parties de volant, jusqu'à ce que l'arbre soit parfaitement équilibré. C'est comme accorder un violon, sauf qu'au lieu de musique, on obtient une harmonie de rotation et de puissance. Comment atteindre une telle précision en travaillant avec de tels géants? La réponse se trouve dans l'outillage et le contrôle qualité. L'outil lui-même est un produit high-tech. Chaque outil de coupe, chaque fraise est équipée de plaquettes en carbure dur, voire en diamant synthétique. Ils doivent résister à des températures et des pressions de coupe colossales. Grâce à des revêtements spéciaux, la durée de vie de ces outils s'allonge et la qualité d'usinage reste constamment élevée. Dans une salle d'outillage spéciale, on surveille en permanence leur état. On les réaffûte et on les remplace. Mais le plus important, c'est le contrôle qualité. Après chaque opération clé, la pièce subit une mesure minutieuse. Ici, ce sont les machines à mesurer tridimensionnelles qui nous aident. Ces machines, équipées de palpeurs haute précision et de scanners laser, peuvent mesurer jusqu'à 1000 points sur la surface de la pièce avec une précision de quelques micromètres. Elle crée une carte tridimensionnelle de la pièce et la compare au modèle informatique parfait. Si l'erreur dépasse la tolérance, le processus s'arrête et la pièce repart pour correction. Ou, dans le pire des cas, elle est mise au rebut. Aucune pièce ne sort de l'atelier tant que l'ordinateur n'a pas donné le feu vert sur sa précision parfaite. Et voilà, quand tous les composants, blocs, vilebrequin, culasse, bielle, ont passé le contrôle strict et atteint la précision parfaite, ils sont prêts pour l'étape finale, l'assemblage. C'est un autre atelier,
où règne une propreté stérile. L'assemblage d'un tel moteur est un processus tout aussi précis que l'usinage. Toutes les pièces sont soigneusement lavées. On élimine même les résidus microscopiques de copeaux et de saleté. Les spécialistes utilisent des clés dynamométriques pour serrer des milliers de boulons avec un couple précisément défini. Une erreur de serrage sur la culasse, par exemple, peut provoquer une rupture de joint et la panne du moteur. Chaque étape d'assemblage est enregistrée et contrôlée par des systèmes électroniques. Vous le tenez entre vos mains tous les jours. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce petit granulé, à l'origine des sacs, des bouteilles et même des pièces d'avion, naît du pétrole? Au plus profond de la Terre, un liquide noir se transforme en cristaux de plastique brillants qui façonnent le visage du monde moderne. Mais voici un secret. Qu'est-ce qui est le plus cher aujourd'hui? Un baril de pétrole ou un kilogramme de ces granulés? Et pourquoi même les déchets sont-ils devenus la matière première d'une nouvelle industrie? Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment, à partir des déchets, naît l'avenir. Et vous, savez-vous si votre pays produit des granulés de plastique ou s'il ne fait que les importer? Écrivez-le dans les commentaires. Les principales régions de production restent l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, la Chine représentant plus de 30% du marché mondial. Dans le monde, la plupart des granulés sont fabriqués à partir de polyéthylène, de polypropylène et de polystyrène. La grande majorité de la production est axée sur les granulés de matières premières vierges, mais les volumes de granulés secondaires, du plastique recyclé, augmentent, conformément à la tendance du développement durable. Le coût du plastique et des granulés varie en fonction du type de polymère, de la région et des prix mondiaux du pétrole et du gaz. La tendance à la hausse des prix en 2025 est liée à la pénurie de matières premières, aux problèmes logistiques et aux nouvelles normes environnementales. Quel est le rapport avec les prix du pétrole? Demanderez-vous. À votre avis, à partir de quoi sont-ils fabriqués? Oui, le pétrole est la principale matière première pour la production de granulés de plastique. Il est composé d'un mélange d'hydrocarbures, de compositions et de masses moléculaires variées, et constitue une source de composés chimiques importants, tels que l'éthylène, le propylène, le styrène et d'autres monomères qui servent de briques de base pour les polymères. Le processus commence par le raffinage primaire du pétrole, dans les usines pétrochimiques, où le pétrole brut est soumis à une distillation fractionnée. On obtient ainsi différentes fractions, essence, kérosène, gazole et, ce qui est le plus important pour l'industrie des polymères, des produits pétrochimiques, éthylène, propylène, butylène, benzène et d'autres substances chimiques. L'éthylène et le propylène, obtenus à partir du pétrole, subissent une polymérisation ultérieure dans des réacteurs spéciaux, ce qui permet de créer des chaînes de polymères de différentes longueurs et structures. C'est à partir d'eux que se forment le polyéthylène, le polypropylène et d'autres plastiques, qui sont ensuite transformés en granulés. Les matériaux polymères arrivent à la production sous forme de poudre, de pâte ou de morceaux refondus, ainsi que des déchets de matières premières secondaires. Tous les matériaux sont soigneusement contrôlés pour leur conformité aux normes de pureté, d'humidité et de taille des particules. Pour garantir l'homogénéité, la matière première est généralement séchée au préalable, car une humidité excessive peut réduire la qualité des granulés et entraîner des défauts lors de la transformation. Ensuite, la matière première entre dans l'extrudeuse, la machine principale pour la production de granulés. L'extrudeuse est un long tube avec une vis sans fin à l'intérieur,
qui tourne et pousse la matière première vers l'avant. Pendant son déplacement, le polymère est chauffé jusqu'à sa température de fusion, qui, pour différents types de matières plastiques, se situe entre 150 et 300 degrés Celsius. Il est crucial que la température soit strictement contrôlée pour éviter une surchauffe ou une fusion insuffisante. À l'état fondu, le polymère passe à travers une forme spéciale, une filière, qui donne au matériau la forme nécessaire pour les opérations suivantes. Il s'agit généralement de fines tiges ou de fils. Après le formage, une étape très importante de refroidissement a lieu. Les tiges sont enroulées ou passées dans un bain d'eau froide pour stabiliser rapidement les propriétés du matériau, éviter les déformations et conserver la dureté requise. Les tiges finalement refroidies sont acheminées vers une machine de découpe, où des couteaux spéciaux les coupent en granulés uniformes. La taille et la forme des granulés peuvent varier en fonction des exigences de l'application finale, mais en général, les granulés ont la forme de petits morceaux cylindriques ou ovales d'une longueur de 2 à 5 mm. Les granulés obtenus subissent un contrôle qualité, où l'on vérifie leurs propriétés physico-chimiques, leur homogénéité, leur taille et leur pureté. Ce n'est qu'après approbation que les granulés sont emballés dans des sacs ou des trémies, prêts à être expédiés aux usines de fabrication de produits en plastique. La composante écologique devient de plus en plus importante. La production de granulés à partir de matières premières recyclées est soutenue au niveau gouvernemental dans de nombreux pays. Les investissements dans les technologies de recyclage et de réutilisation du plastique augmentent considérablement. Et le marché des biogranulés et des matériaux composites s'élargit. La matière première secondaire pour la production de granulés de plastique est constituée de déchets plastiques recyclés, qui sont réutilisés pour la fabrication de nouveaux matériaux et produits. Elle se présente sous deux formes principales. Les déchets de production, c'est-à-dire les restes de matières premières vierges pures sans impureté, et les déchets ménagers ou industriels, qui ont déjà été utilisés et peuvent contenir des contaminants. Après la collecte des déchets polymères, ils sont triés par type de plastique. Les plus courants pour le recyclage sont les thermoplastiques, c'est-à-dire le polyéthylène, le polypropylène, le polychlorure de vinyle, le polystyrène, le polyéthylène terephthalate. Maintenant, vous comprenez pourquoi il était nécessaire de trier soigneusement les déchets? Le tri est très important pour éviter le mélange de polymères de différents types, ce qui pourrait dégrader la qualité des futurs granulés. L'étape suivante est le broyage, où les déchets plastiques sont coupés en petits morceaux. Ensuite, ils sont soigneusement lavés pour enlever la saleté, la graisse, les étiquettes et autres impuretés. Après cela vient le séchage, qui permet d'éliminer l'humidité excessive et de préparer le matériau pour la fusion. Ensuite, la matière première secondaire subit une agglomération, un processus au cours duquel le broyat est chauffé et mélangé jusqu'à un état plastique, puis refroidi et formé en petites billes, l'agglomérat. Habituellement, l'agglomérat est ensuite granulé, obtenant des granulés qui, par leur aspect et leurs propriétés, sont très proches des granulés vierges et peuvent être utilisés pour la production de nouveaux articles. L'utilisation de granulés issus du pétrole est importante pour les produits complexes et exigeants, où une résistance et une durabilité maximale sont nécessaires. En même temps, la production de matières premières vierges nécessite plus d'énergie et de ressources par rapport à la matière secondaire, ce qui encourage le développement des technologies de recyclage. Quant aux granulés secondaires, ils sont utilisés pour fabriquer les mêmes types de produits que la matière première vierge. Films, sacs, conteneurs, matériaux de construction, pièces industrielles,
et bien d'autres. Le développement du marché des matières premières secondaires est stimulé par les efforts de politique environnementale, le renforcement des normes de recyclage et le progrès technologique. En même temps, il existe des défis. La qualité des granulés secondaires dépend de la pureté et du tri, et tous les types de plastique ne se prêtent pas bien au recyclage. Cela nécessite une normalisation, de nouvelles solutions technologiques et un travail de sensibilisation auprès de la population. En 2025, au niveau mondial, des recherches actives et des investissements se poursuivent dans le développement des technologies de recyclage du plastique, y compris le développement de nouveaux matériaux et de méthodes chimiques qui pourraient améliorer radicalement la situation environnementale. Chaque année, plus de 5 000 milliards de sacs en polyéthylène sont produits dans le monde, assez pour envelopper la planète entière plusieurs fois. Ce matériau est devenu le héros invisible de la civilisation moderne. Il est dans nos maisons, nos voitures, nos hôpitaux et même dans l'espace. Mais comment, à partir de simples granulés, naît un film fin, solide et transparent, capable de supporter des centaines de kilogrammes? Et que cache sa surface brillante? Une merveille technologique ou une menace écologique? Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce dont même les fabricants parlent rarement. Le prix du polyéthylène en 2025 reste relativement stable, avec de légères fluctuations en raison de l'équilibre entre les capacités de production et la demande mondiale. Les prix sont influencés par le coût de la matière première, l'éthylène, qui dépend des marchés pétroliers, ainsi que par des facteurs logistiques et politiques régionaux. La première étape est la préparation de la matière première. Pour la fabrication du polyéthylène, on utilise des granulés de polymère qui subissent un nettoyage préalable pour éliminer les impuretés. Cela garantit la qualité du produit final et prévient les dommages à l'équipement. Si un matériau coloré ou spécial est requis, on ajoute aux granulés des colorants et des stabilisants, choisis en fonction de la commande. Ensuite, la matière première est chargée dans une extrudeuse à haute température. Au cours de cette étape, les granulés de polyéthylène sont chauffés à une température d'environ 150 à 250 degrés Celsius, où ils fondent et forment une masse en fusion visqueuse et homogène. Les installations d'extrusion sont équipées de systèmes de contrôle stricts de la température et de la pression, ce qui garantit la constance de la qualité de la masse en fusion. Chaque année, plus de 5 500 milliards de sacs en polyéthylène sont fabriqués dans le monde, ce qui illustre l'ampleur de l'utilisation de ce matériau. Cependant, en raison de la conscience écologique et des réglementations, les tendances évoluent vers une réduction du plastique à usage unique et une augmentation de la part des matériaux biodégradables et recyclés. La partie suivante du processus est l'extrusion du polymère lui-même. Le polyéthylène fondu est extrudé à travers une filière de formage sous la forme d'un tube ou d'un film fin qui est ensuite façonné aux dimensions requises. Selon sa destination, il peut s'agir d'un film pour sac ou d'une large gaine pour l'emballage. Le matériau sort de l'extrudeuse très chaud et continue son chemin sur la ligne de production. La formation du film implique son soufflage. De l'air est injecté dans le tube, ce qui étire la nappe en largeur et jusqu'à l'épaisseur correspondant aux exigences techniques. Ce processus se déroule dans une chambre spéciale à climat contrôlé, où une température et une pression optimales sont maintenues pour la stabilité du film. L'histoire du polyéthylène remonte à plus de 100 ans. Il a été synthétisé pour la première fois en 1899
Mais la production industrielle n'a commencé qu'au milieu du XXe siècle. En 1977, les sacs en polyéthylène sont devenus un produit de masse et depuis lors, leur nombre dans le monde augmente chaque seconde. Aujourd'hui, rien que pour la fabrication de sacs, on en utilise plus de 160 000 pièces par seconde et le volume annuel de sacs atteint plusieurs billions. Une fois le film formé, il passe par une étape de refroidissement. Pour cela, on utilise un soufflage d'air ou des chambres à eau qui abaisse rapidement la température du polyéthylène, le figeant dans un état stable. Le refroidissement est important pour prévenir la déformation et assurer une épaisseur uniforme de la nappe. L'utilisation du polyéthylène est extrêmement large. Il s'agit de matériaux d'emballage pour les produits alimentaires, de films pour les serres, de tuyaux pour l'approvisionnement en eau, de pièces automobiles, ainsi que de produits médicaux, seringues, emballages pour médicaments et bien d'autres. Le polyéthylène est assez plastique. On peut le façonner de diverses manières, ce qui en a fait l'un des matériaux les plus demandés dans l'industrie. Après refroidissement, le film passe par un système de rouleaux. C'est le processus d'étirage. Les rouleaux servent de régulateurs d'épaisseur et d'uniformité du revêtement. Grâce à ces rouleaux, le film acquiert une épaisseur homogène, indépendamment de sa vitesse de déplacement sur la ligne, et obtient également la texture et la finesse souhaitées. Ensuite, le film ou la gaine de polyéthylène est soumise à la découpe. Des machines de découpe automatisées coupent le matériau en feuilles standards ou ajustent la longueur des rouleaux, prêts à être envoyés à la production d'emballage. Cette étape exige une grande précision pour éviter les défauts et garantir la qualité. Si nécessaire, les films finis peuvent subir un traitement supplémentaire, impression, soudure ou laminage. Cela rend les produits plus fonctionnels, plus esthétiques ou plus résistants aux conditions extérieures. À la fin de tout le cycle, le produit fini est emballé, marqué et préparé pour l'expédition au client. Ces étapes concluent une chaîne technologique complexe qui allie chimie, mécatronique et automatisation pour la fabrication d'un film polyéthylène de haute qualité. Dans la production, parallèlement aux opérations technologiques, des systèmes de contrôle qualité vérifient les caractéristiques mécaniques, optiques et physico-chimiques du produit. Cela garantit que le polyéthylène répond à toutes les normes internationales et aux exigences des utilisateurs finaux. L'ensemble du cycle de production repose sur l'interaction de nombreux maillons, de la préparation des granulés à l'étape finale de l'emballage, combinant harmonieusement les technologies modernes pour créer des matériaux sans lesquels la vie d'aujourd'hui serait difficile à imaginer. Cependant, le polyéthylène présente aussi certains inconvénients. Il se décompose lentement dans des conditions naturelles, 200 ans. De plus, sous l'influence des rayons ultraviolets, le polyéthylène peut subir un photovieillissement, ce qui entraîne une perte de résistance et une modification de ses propriétés. Pour prévenir cela, on ajoute des photostabilisants à la composition du polyéthylène. En réponse à une conscience écologique croissante, des travaux actifs sont menés dans le monde pour créer des variantes de polyéthylène biodégradables et plus écologiques, ainsi que pour améliorer ses technologies de recyclage. L'une des tendances est la mise en place de l'économie circulaire, où les anciens produits en polyéthylène sont collectés et transformés en nouveaux, minimisant ainsi la production de déchets plastiques. Les granulés de polyéthylène et l'aggloméré, obtenus lors du processus de recyclage, servent de matière première pour la fabrication d'une large gamme de produits industriels et ménagers. À partir de ces granulés, on produit des matériaux d'emballage,
des films fins pour l'emballage alimentaire, des sacs en film pour les supermarchés et des sacs en polyéthylène à usage unique. Ces produits en film peuvent avoir des propriétés différentes selon le type de polyéthylène. Outre les produits d'emballage, on fabrique à partir des granulés des récipients rigides, conteneurs, bouteilles, caisses, seaux, largement utilisés dans l'industrie alimentaire, cosmétique et chimique. La matière première secondaire est également utilisée pour la production de tuyaux, pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la protection des câbles. Les tuyaux en polyéthylène ont une grande résistance à la corrosion et une durée de vie de plus de 50 ans. Vous n'imaginez même pas ce qui se cache sous les déserts de sel d'Amérique du Sud. Là, au milieu des étendues arides et balayées par les vents, se trouve un matériau sans lequel notre monde moderne s'arrêterait net. Téléphones, voitures électriques, même les satellites, tout fonctionne grâce à lui. On l'appelle l'or blanc, et une véritable guerre se joue déjà pour lui entre les pays et les multinationales. Mais pourquoi ce métal blanc argenté est-il devenu si précieux qu'on l'extrait même des entrailles bouillonnantes de la Terre? Et surtout, que se passera-t-il quand il sera épuisé? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez le dangereux secret que cache le lithium. Imaginez le métal le plus léger de l'univers, d'un blanc argenté, extrêmement réactif et doté de la capacité unique de stocker une énorme quantité d'énergie. C'est le lithium, l'élément numéro 3 du tableau périodique, qui s'est révélé être un véritable trésor des temps modernes. Découvert il y a plus de 2 siècles, en 1817, il a d'abord trouvé des applications assez prosaïques, dans la production de verre, de céramique et même en médecine. Mais la véritable heure de gloire du lithium est arrivée à la fin du siècle dernier, lorsque le monde a été saisi par la fièvre des batteries lithium-ion. C'est alors que l'on a compris que l'on avait affaire à bien plus qu'un simple métal. On a commencé à appeler le lithium l'or blanc, non pas pour son éclat, mais pour son importance stratégique. De la même manière que l'or était le symbole de la richesse, le lithium est aujourd'hui un indicateur de progrès technologique et d'indépendance énergétique. Sa demande croît si rapidement que nous cherchons constamment de nouvelles sources et améliorons les méthodes d'extraction. Alors, où se cache cet or blanc? Ces gisements sont disséminés sur la planète, mais les plus grandes réserves, vraiment gigantesques, sont concentrées dans quelques régions clés. Imaginez un immense triangle du lithium en Amérique du Sud, qui englobe des parties du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie. Ce sont d'infinies étendues de déserts de sel, sous la surface desquels se cache une véritable richesse. De plus, des réserves importantes se trouvent en Australie, en Chine et aux États-Unis. Il existe 2 méthodes principales pour extraire ce précieux métal. La première, actuellement la plus répandue et la plus économique, est l'extraction des lacs salés, ou comme on les appelle aussi, des saumures. Imaginez comment, dans des régions arides et sévères, comme le célèbre Salar d'Atacama au Chili, ou le majestueux Salar d'Uyuni en Bolivie, d'énormes pompes extraient les saumures souterraines, saturées de lithium. Ce liquide est ensuite pompé dans de gigantesques bassins d'évaporation, semblables à des miroirs d'un bleu ou d'un vert éclatant. Sous un soleil de plomb et les rafales de vent, l'eau s'évapore progressivement, concentrant le lithium avec d'autres minéraux. Ce processus naturel, mais lent, peut durer de plusieurs mois à 2 ans. Mais son principal avantage réside dans les coûts d'extraction relativement bas. Cependant, il y a aussi des défis.
Le processus nécessite d'énormes quantités d'eau, une ressource rare dans ces régions désertiques, et il dépend aussi des caprices de la météo. L'autre méthode importante est l'extraction des roches dures, notamment des minéraux comme le spodumène. C'est une véritable exploitation minière, qui rappelle la recherche de minéraux traditionnels. En Australie, par exemple, il existe de gigantesques carrières à ciel ouvert où l'on extrait des roches contenant du lithium. Une fois ces roches extraites, elles sont concassées, puis, par des procédés spéciaux comme la flottation, on sépare les minéraux de lithium. Ensuite, les minéraux subissent un traitement thermique. On les grille à haute température, puis on procède à un traitement chimique pour obtenir le lithium pur sous forme de sel, par exemple du carbonate ou de l'hydroxyde de lithium. Cette méthode permet d'obtenir du lithium plus rapidement et ne dépend pas de la météo, mais elle est beaucoup plus coûteuse et a un impact environnemental plus important, car elle implique la destruction du paysage et la production d'une grande quantité de déchets. Mais l'humanité ne reste pas les bras croisés. Les scientifiques et les ingénieurs explorent de nouvelles sources de lithium, plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, certaines eaux géothermales contiennent également des concentrations importantes de ce métal, et des technologies d'extraction directe du lithium de ces sources thermales sont déjà en cours de développement. Cela pourrait être une véritable révolution, offrant une méthode d'extraction plus propre et plus efficace. De grandes réserves de lithium ont également été découvertes dans des gisements d'argile, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Et bien sûr, l'avenir appartient au recyclage. Le recyclage des batteries lithium-ion usagées devient de plus en plus important. Cela réduit non seulement le besoin d'extraction primaire, mais contribue également à créer une boucle fermée, ce qui est essentiel pour le développement durable, car le lithium, comme toute ressource, n'est pas infini. Une fois que le lithium est extrait sous forme de matière première, une véritable alchimie commence. Il subit un processus de transformation complexe et en plusieurs étapes pour devenir apte à la production de batteries de haute technologie. D'abord, à partir de la matière première extraite, on obtient les principaux produits industriels, le carbonate de lithium ou l'hydroxyde de lithium. Le carbonate de lithium est le plus souvent obtenu à partir des saumures. C'est un composé relativement simple et peu coûteux, largement utilisé dans les batteries de nos smartphones et de certains types de voitures électriques. L'hydroxyde de lithium, produit à la fois à partir de saumures et de roches dures, devient de plus en plus populaire. Il permet de créer des cathodes plus riches en énergie, les électrodes positives des batteries, ce qui signifie que les voitures électriques pourront parcourir de plus grandes distances avec une seule charge. C'est le lithium qui est le composant clé de la cathode, la partie la plus importante de la batterie lithium-ion. Il existe plusieurs recettes pour créer les matériaux de cathode, chacune ayant ses propres avantages. Par exemple, l'oxyde de lithium-cobalt est utilisé pour l'électronique portable. Pour les voitures électriques, on utilise le plus souvent de l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt qui offre un excellent équilibre entre énergie, puissance et sécurité. Pour les véhicules commerciaux et certains modèles de voitures électriques, on choisit parfois du phosphate de fer lithié, qui, bien qu'ayant une densité d'énergie plus faible, se distingue par sa grande sécurité et sa longue durée de vie. Une fois que tous les composants, la cathode, l'anode, le séparateur qui les isole et l'électrolyte sont prêts, ils sont assemblés en éléments de batterie individuels, appelés cellules. Ce processus se déroule dans des conditions d'une propreté extrême et exige une précision incroyable. Ensuite, ces cellules sont connectées ensemble pour former des modules,
Puis plusieurs modules sont regroupés pour former un grand pack de batteries. C'est ce pack qui devient le cœur de la voiture électrique. Chaque pack est équipé d'un système de gestion électronique complexe qui surveille en permanence la charge, la décharge, la température et l'état général de chaque cellule individuelle, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité. Bien que les voitures électriques jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est important de comprendre que l'extraction du lithium a aussi ses propres défis environnementaux. L'une des questions les plus critiques est l'utilisation de l'eau. Cela concerne particulièrement l'extraction des saumures dans les régions arides, où l'eau est une ressource extrêmement rare. Certaines méthodes peuvent nécessiter jusqu'à 2 millions de litres d'eau pour produire une seule tonne de lithium. Il existe également un risque de contamination des sols et des sources d'eau par les réactifs chimiques utilisés dans le processus de traitement, si les normes environnementales les plus strictes ne sont pas respectées. Et bien sûr, l'exploitation minière, en particulier les carrières à ciel ouvert, peut entraîner la destruction des paysages naturels et des habitats de la faune sauvage. Chaque matin, des millions de personnes commencent leur journée avec une tasse de café. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qui reste au fond de la tasse pourrait alimenter des villes entières? Le marc de café, que nous jetons sans y penser, se transforme en biocarburant, capable de remplacer le pétrole. Il fait déjà rouler des bus, chauffe des bâtiments et est même utilisé dans la production d'emballages écologiques. Mais ce qui est étrange, c'est que cette ressource est l'une des plus massives au monde, et nous ne réalisons toujours pas sa véritable puissance. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment le simple marque de votre machine à café pourrait changer l'énergétique de la planète. Le marc de café, en volume aussi important que 50 millions de tonnes par an, est principalement généré par la production et la consommation mondiale de café. Pour comprendre l'échelle, en 2025, la production mondiale de café est estimée à environ 178 millions de sacs de 60 kg. Cela représente environ 11 millions de tonnes de grains. Les plus grands producteurs sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie, l'Éthiopie et d'autres pays où les plantations de café s'étendent sur des millions d'hectares. Après le traitement des grains et la préparation des boissons au café, il reste un déchet, le marc de café, qui représente environ 20 à 25% de la masse initiale des grains. Cela signifie qu'à partir de 11 millions de tonnes de café, on obtient environ 2 à 3 millions de tonnes de marc comme sous-produit. Une autre contribution majeure aux volumes totaux provient des cafés, des restaurants, des hôtels, des bureaux et même des ménages, qui consomment massivement du café chaque jour. Les grandes villes et les pays avec un marché du café développé génèrent des tonnes de marques de café quotidiennement. Par exemple, un grand café peut accumuler des centaines de kilogrammes de déchets par jour et les chaînes de café du monde entier des dizaines de milliers de tonnes par an. La collecte du marc pour un traitement ultérieur est organisée à la fois par des projets locaux, des entreprises de gestion des déchets qui collaborent avec des cafés, et par des entreprises à grande échelle qui créent des chaînes d'économie circulaire, un cycle fermé où le sous-produit devient une ressource. L'idée d'utiliser le marc de café pour produire du biocarburant est née en réponse aux défis environnementaux croissants liés à la combustion des énergies fossiles et aux problèmes des déchets de l'industrie alimentaire. Les premières recherches scientifiques dans ce domaine sont apparues au début des années 2000
lorsque les scientifiques ont commencé à explorer le potentiel des déchets organiques pour la production d'énergie propre. Le marc de café, riche en huile et en glucides, s'est révélé être une matière première prometteuse pour la production de biodiesel et de biogaz. Entre 2018 et 2020, les innovations en biotechnologie ont commencé à mettre en œuvre plus activement les technologies d'extraction des huiles du marc de café usagé. En particulier, la méthode de transformation de ces huiles en biodiesel a été activement développée par des chercheurs de l'Union européenne et d'Amérique du Nord. L'une des percées a été la création de processus permettant d'utiliser l'huile résiduelle sans opérations chimiques coûteuses et complexes, ce qui a rendu la production de biocarburants à la fois économiquement viable et écologique. La transformation du marc de café pour alimenter ne serait-ce que 1000 réacteurs nucléaires sous forme de biocarburants ou d'engrais représente une industrie à grande échelle, avec un potentiel écologique et économique considérable. Lorsque le marc de café usagé arrive à l'usine de traitement, un processus technologique détaillé en plusieurs étapes commence, transformant ce déchet organique en un produit utile. Ces informations sont basées sur l'exemple de la start-up ukrainienne Rekava, qui est devenue l'un des leaders dans ce domaine, ainsi que sur d'autres initiatives écologiques modernes. La première étape est de récupérer le marc auprès de partenaires. Cafés, restaurants, bureaux, grandes chaînes comme McDonald's. Un petit café génère environ 5 kg de marc de café par jour. Les grandes chaînes, des dizaines de kilogrammes. Il est important que le marc soit collecté et transporté rapidement pour éviter qu'il ne se détériore et ne dégage de mauvaises odeurs. Le séchage du marc de café consiste à l'étaler en une fine couche sur des claies de séchage spéciales ou des convoyeurs, où de l'air chaud traverse le matériau. La température de séchage est généralement maintenue aux alentours de 55 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour détruire les micro-organismes et éliminer l'excès d'humidité, sans pour autant détruire les nutriments. Le marc séché devient moins acide, plus stable et plus compact à stocker, réduisant ainsi le risque de moisissure. Grâce à cela, le marc peut être conservé longtemps dans des conteneurs hermétiques sans que sa qualité ne se dégrade. La congélation est une alternative ou une mesure complémentaire, utilisée lorsque le séchage n'est pas pratique ou qu'une conservation rapide est nécessaire sans perte des propriétés fraîches. Le marc est placé dans des sacs ou des conteneurs hermétiques et congelé à une température de moins 18 degrés ou moins. Dans cet état, tous les processus biochimiques et le développement des micro-organismes sont stoppés, préservant les composants aromatiques, les huiles et la plupart des nutriments dans leur état le plus naturel. Lors de la décongélation, le marc de café ne perd pas ses propriétés et est apte à un traitement ultérieur. Avant la congélation proprement dite, le marc est souvent mélangé à des matériaux organiques neutres, où on y ajoute des conservateurs naturels, ce qui améliore sa texture et ses propriétés après décongélation. C'est important pour faciliter le transport et le stockage. Le marc de café contient des substances aromatiques, de l'huile de café et de petites impuretés. Les technologues de l'usine effectuent plusieurs étapes de purification pour neutraliser l'odeur, afin que les produits finis ne sentent pas le café, et pour éliminer les contaminants étrangers. Ils utilisent des méthodes de tamisage, de lavage et des traitements spéciaux. À l'usine, le marc est acheminé vers un équipement de broyage spécial. Il peut s'agir de broyeurs à marteau, à couteau ou à rotor, qui fonctionnent sur le principe de la fragmentation des particules.
Grâce à la grande vitesse de rotation des marteaux ou des couteaux, le marc se transforme en une poudre homogène, à la granulométrie contrôlée. Il est important de respecter un degré de broyage optimal. Une poudre trop grossière compliquerait le mélange ultérieur et réduirait l'efficacité de l'extraction des substances utiles, tandis qu'une poudre trop fine pourrait nuire au débit de l'équipement et provoquer des émissions de poussière. C'est pourquoi on sépare les fractions nécessaires à l'aide d'un système de tamis et de filtres, et les fragments inadaptés sont renvoyés pour un nouveau broyage. L'homogénéité de la poudre assure une combinaison parfaite avec d'autres additifs naturels, par exemple de la coquille d'œuf ou de la fibre de maïs, pour améliorer la qualité du produit final, engrais, biocarburants ou emballage biodégradable écologique. Après la préparation du mélange, il est pressé dans un moule. Il peut s'agir d'un gobelet jetable, d'un pot pour semis ou d'un autre article. Le pressage permet de donner au matériau la forme et la densité souhaitées. Le produit fini est recouvert d'une couche protectrice naturelle spéciale, par exemple développée à base de maïs, pour augmenter sa solidité et son imperméabilité, tout en préservant son caractère écologique et biodégradable. Les articles sont séchés pour éliminer définitivement l'humidité, puis emballés pour la vente. Les déchets de production ne sont pas non plus jetés. L'extrait de café est utilisé pour l'aromatisation, l'huile de café pour le biocarburant, et les résidus sont mélangés à d'autres matières premières pour faire des engrais ou des pellets. Imaginez, le matériau de construction le plus répandu sur la planète ne naît pas dans un laboratoire, mais dans la gueule d'un véritable dragon industriel. La roche, qui hier encore faisait partie de la Terre, est aujourd'hui arrachée à sa falaise par une explosion, réduite en une poussière plus fine que de la farine, et traverse un enfer de feu à plus de 1400 degrés. Dans ce brasier, la pierre devient quelque chose de nouveau, le clinker, le cœur du ciment. Chaque année, l'humanité crée plus de 4 milliards de tonnes de cette poudre grise, assez pour construire un mur capable d'encercler la Terre plus de 40 fois. Mais il y a un secret. Sans un ajout infime, presque imperceptible, tout ce ciment serait inutile. Quel est cet ingrédient mystérieux? Vous ne le découvrirez qu'à la fin. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais dans une immense blessure ouverte sur le corps de la Terre. Une carrière. L'ingrédient principal de notre recette, représentant environ 80% de la masse totale, est le calcaire. Une simple pierre qui est essentiellement le reste fossilisé d'anciennes créatures marines. Pour l'arracher à sa roche-mère, les ingénieurs mènent une véritable opération spéciale. Ils forent des dizaines de trous profonds, y placent des centaines de kilogrammes d'explosifs, et avec un boum sourd et profond qui fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde, des milliers de tonnes de pierres se détachent du massif rocheux. Ensuite, de véritables monstres entrent en scène, des tombereaux de carrière, dont les roues sont plus hautes qu'un homme. Un excavateur gigantesque, dont le godet peut soulever d'un seul coup le poids de plusieurs voitures, charge ces blocs de pierre dans les bennes des camions. Ces géants jaunes transportent leur cargaison jusqu'au premier point de transformation, le concasseur primaire. Le concasseur primaire est une énorme gueule d'acier aux mâchoires massives qui, dans un fracas assourdissant, écrase des blocs de plusieurs tonnes en morceaux de la taille d'un ballon de football. En même temps que le calcaire, on ajoute dans le concasseur le deuxième ingrédient important, de l'argile ou du schiste. Ils sont la source du silicium, de l'aluminium et du fer, nécessaires à la bonne chimie de notre futur ciment. Après ce broyage primaire,
La pierre est acheminée par un convoyeur vers une aire de stockage, puis vers l'étape suivante où elle doit être transformée en poudre. Elle arrive dans un broyeur de cru. Il peut s'agir soit d'un tambour géant en rotation, rempli de boulets d'acier qui broient la pierre dans un grand vacarme, soit, de manière plus moderne, d'un broyeur vertical à rouleau. Imaginez une immense assiette rotative, sur laquelle roulent avec une force colossale plusieurs rouleaux d'acier massif. La pierre est introduite sous ces rouleaux et est tout simplement pulvérisée en une poudre extrêmement fine, plus fine que de la farine. Un puissant courant d'air chaud saisit cette poussière et l'entraîne hors du broyeur. Ce processus broie et sèche la matière première simultanément. La poudre obtenue, appelée la farine crue, est soigneusement mélangée dans d'immenses silos, à l'aide d'air comprimé, pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Et c'est maintenant que ce mélange gris et poudreux est prêt pour sa rencontre avec le feu. Il entame son voyage au cœur même de l'usine, dans le ventre du dragon industriel, le four rotatif. Un immense tube d'acier, long de 200 mètres, comme 2 terrains de football, revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Ce tube est installé avec une légère inclinaison et tourne très lentement, presque imperceptiblement, sur son axe. La farine crue est introduite par l'extrémité supérieure, légèrement surélevée. Et par l'extrémité inférieure, un brûleur géant projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme le moteur d'une fusée. La température dans cette zone atteint le chiffre absolument infernal de 1450 degrés Celsius. Notre poudre, en s'écoulant et en roulant lentement vers le bas grâce à la rotation et à l'inclinaison, commence son long et chaud voyage à la rencontre de ce feu. À l'intérieur du four, elle traverse plusieurs zones de température et des transformations étonnantes s'y produisent. D'abord, dans la zone la plus froide, le reste d'humidité s'évapore. Ensuite, lorsque la température atteint 900 degrés, a lieu le processus de calcination. Le dioxyde de carbone est libéré du calcaire, qui se transforme en oxyde de calcium. Et enfin, dans la zone la plus chaude, au cœur de l'enfer, se produit l'essentiel, la clinkérisation. L'oxyde de calcium réagit avec les oxydes de silicium, d'aluminium et de fer, formant de tout nouveaux minéraux au nom complexe, comme l'halite et la bélite. La poudre fond et se transforme en petites billes sombres, gris-noir, de la taille d'un pois à celle d'une noix. C'est le clinker, le cœur et l'âme du ciment. C'est, en somme, de l'énergie chimique en conserve, qui attend son heure pour se réveiller. Le clinker, chauffé au rouge, tombe de l'extrémité inférieure du four et arrive immédiatement dans un refroidisseur spécial. Là, il est soufflé par de puissants courants d'air froid. C'est une étape très importante. Un refroidissement rapide fige la structure chimique du clinker dans son état le plus actif. Le clinker refroidi, dur comme la pierre, est acheminé par un convoyeur vers un silo de stockage, où il peut être conservé pendant des mois. Et voici l'étape finale de la transformation. Le clinker en lui-même n'est qu'un tas de cailloux inactifs. Pour le transformer en ciment, il faut à nouveau le broyer, en une très fine poussière. On le charge dans un broyeur à ciment qui ressemble beaucoup au broyeur de cru, un immense tambour rempli de boulets d'acier. Mais avant de commencer le broyage, on ajoute au clinker un dernier ingrédient, incroyablement important, environ 5% de gypse. Le gypse, c'est le frein de notre ciment. Sans lui, le ciment, une fois mélangé à l'eau, prendrait presque instantanément, se transformant en pierre en quelques minutes, et il serait impossible de travailler avec. Le gypse régule ce processus, donnant au constructeur un temps précieux. Et voilà que ce mélange de clinker et de gypse est broyé pendant des heures dans le broyeur, jusqu'à se transformer en cette poudre grise, incroyablement fine, que nous connaissons tous.
Ces particules sont si fines qu'elles peuvent passer à travers un tamis capable de retenir l'eau. Le ciment fini, encore tiède après le broyage, est acheminé par des tuyaux pneumatiques, comme par des vaisseaux sanguins, vers d'immenses et hauts silos de stockage. Ce sont des tours gigantesques qui contiennent des milliers de tonnes de produits finis. De là, il est expédié aux consommateurs, soit ensachés dans des sacs en papier pour la vente au détail, soit chargés en vrac dans des camions-citernes spéciaux ou des wagons de chemin de fer. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la roche solide à la poudre, en passant par le broyage, le mélange, une cuisson infernale dans le ventre du dragon et un broyage final, naît cette humble poudre grise, prête, au contact de l'eau, à se réveiller et à se transformer en une pierre solide et fiable qui deviendra la fondation de nos maisons, de nos ponts et de nos villes entières. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites dans le monde. Ce chiffre est absolument ahurissant. Essayons d'imaginer. Cela signifie que pour chaque personne sur la planète, pour vous, pour moi, pour chacun, on produit plus d'une demi-tonne de cette poudre grise chaque année. C'est le matériau de construction le plus utilisé sur Terre après l'eau. Et si l'on prenait tout ce ciment et qu'on en construisait un mur continu d'1 mètre de large et d'1 mètre de haut, ce mur pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur plus de 40 fois, chaque année.